Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 166. Aujourd'hui, en réalité, c'est et aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, 19 mars. Et cette suggestion sera publiée, je l'espère, le samedi 20 mars 2021. Eh bien, le 20 mars, c'est un anniversaire particulier pour nous, puisque c'est le 20 mars 2020 que nous avons commencé à publier sur la chaîne YouTube de l'Odyssée les suggestions de l'Odyssée, mais aussi les chroniques et les conversations de l'Odyssée. Il y en a 28 de conversations, 27 chroniques et 166 aujourd'hui pour les suggestions. Donc on n'a pas chômé depuis un an et c'est quand même, on est content de voir que on a fait ce qui était matériellement en notre pouvoir pour maintenir le lien avec le cher public qui nous manque, le cher public de l'Odyssée qui nous manque tellement. Mais il faut espérer le retour de jours meilleurs et la réouverture des salles de cinéma et donc de votre cinéma préféré, l'Odyssée. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est un film très intéressant qui s'appelle La Kermesse héroïque de Jacques Feder et qui est sorti en 1935. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les suggestions, les films se succèdent et ne se ressemblent pas. La suggestion précédente, c'était concernait un chef-d'œuvre du cinéma soviétique et du cinéma mondial, du 7e art, La Nouvelle Babylone, à l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Et là, c'est un film qui est totalement différent, mais ces deux films, comme je le dirai en conclusion, ont quand même un point commun, c'est que, je vais le dire tout de suite, c'est qu'ils parlent justement du défaitisme, de la collaboration, pour la Commune de Paris, la collaboration entre une bourgeoisie très réactionnaire et hystérisée qui diabolise tout, notamment les éléments populaires qui veulent continuer à lutter contre l'armée prussienne. Et là, on est dans un contexte qui va préparer, et anticiper, préfigurer d'une manière très très surprenante la période de la collaboration, la période où Pétain va prendre le pouvoir pour dire je souhaite collaborer dans l'honneur, en réalité dans le déshonneur, avec l'Allemagne de Hitler, et période où Charles Maurras a eu le culot de dire c'est une divine surprise, parce que c'était l'occasion pour tous les royalistes, tous les réactionnaires, de casser les acquis de la Révolution française, du Front populaire. Le slogan qui circulait dans certains milieux, c'était « Mieux vaut Hitler que le Front populaire ». Et donc, sans même se poser une seule question, une seule seconde, la question de savoir que cette divine surprise n'était possible qu'au prix de la défaite de la France. Il y a eu comme ça 3 épisodes où le camp des forces politiques et sociales françaises, qui était le plus réactionnaire, a spéculé, misé sur la défaite face à un ennemi étranger. C'était l'espoir en 1792 que les armées de tous les souverains puissent renverser la Révolution française. C'était le souhait de Louis XVI. C'est aussi le souhait d'une bourgeoisie réactionnaire dont le représentant politique était Adolphe Thiers, qui a souhaité collaborer avec la Prusse pour éviter un processus de radicalisation. Et ça a été le souhait de la collaboration avec l'Allemagne nazie. C'est évidemment des taches noires dans le roman de l'histoire française, il faut le dire. Alors, revenons à La Kermesse héroïque, qui est un film qui a été réalisé par Jacques Feder. Un mot d'abord sur Jacques Feder, c'est un réalisateur d'origine belge, Frédérix, c'était son nom de famille,
qui a commencé à tourner des films, à faire des films en Belgique, mais qui très rapidement est aussi venu en France, où d'ailleurs il a rencontré une personne qui était actrice, qui est devenue sa femme dans la vie privée. Et il est connu pour avoir notamment fait Pension Mimosa avec Arletty. Et juste après Pension Mimosa, il va réaliser La Kermesse héroïque. Alors, La Kermesse héroïque est une histoire qui s'inscrit dans les Flandres du XVIIe siècle. À plusieurs reprises, les Espagnols, les troupes de Charles Quint, vont occuper cette région et parfois la piller et faire des massacres. Et donc c'est une histoire qui est très tourmentée, qui est cruelle, qui est accompagnée de tout un cortège de massacres, de tueries, de viols, de pillages et de tous les nuages sombres qui accompagnent ces actes hautement répréhensibles, évidemment, car l'histoire souvent est très laide et faite de ces violences-là. Et donc, nous sommes à la veille de fêter une kermesse, qui est une fête traditionnelle. Et en septembre 1616, dans une ville des Flandres, et c'est à ce moment-là que vient la nouvelle que les troupes de Charles Quint vont passer par cette ville, et notamment des troupes qui sont conduites par le duc d'Olivares, qui est le grand représentant, si vous voulez, de Charles Quint. Et les notables bourgeois de l'époque vont, au fond, au nom du principe courage fuyons, eh bien, vont se réfugier dans une décision d'autoconfinement. Les hommes vont apparaître comme soit malades, soit morts. Et c'est le cas du bourgmestre, dont l'épouse est jouée par Françoise Rosé. Alors, les femmes vont être poussées en avant pour manifester du courage et tenir tête aux troupes espagnoles de Charles Quint, mais en même temps vont être surprises par la courtoisie, l'élégance, de Olivares, pardon, et elles vont, au fond, même se laisser aller à des flirts gentils, mais sans grandes conséquences. Ce qui est intéressant, c'est que ce bourgmestre, qui est aussi calculateur, intéressé et grotesquement matérialiste, eh bien, il a une fille qui voudrait épouser un jeune peintre, dénommé Julien Bruegel dans le film, et que lui ne veut pas, il veut de force la marier à quelqu'un qui, d'après lui, représente un meilleur parti. Et donc, l'intervention des Espagnols pour quelques jours dans cette ville, eh bien, va mettre en avant ce petit conflit interne familial qui est évidemment, qui a une valeur métaphorique, qui est un problème interne de la société de cette ville flamande parmi d'autres problèmes. Et l'arrivée des Espagnols va aider à régler cette question. Alors ce film, il porte toutes les ambiguïtés de son époque, et c'est en ça que le cinéma a toujours été révélateur de ce qui est à l'œuvre dans une société, et souvent a manifesté une attitude visionnaire qui préfigure ce qui va se passer. Parce qu'en 1900, le film a été fait en 34-35, c'est-à-dire 5 ans, pour 1935, avant la prise du pouvoir par Pétain et le début de la politique de collaboration. Donc c'est juste 5 ans avant. Et c'est assez surprenant, et c'est la raison pour laquelle il vaut vraiment la peine de voir ce film, dans lequel, outre Françoise Rosé,
Il y a aussi toute une série d'autres acteurs particulièrement connus à l'époque, mais le plus connu de ces acteurs, c'est Louis Jouvet, qui joue le rôle d'un confesseur du duc d'Olivares et qui est extraordinairement incarné par Louis Jouvet, ce personnage de confesseur. Alors, le scénario de ce film, en fait, il est issu de euh, une nouvelle qu'avait écrite Charles Spaak. Charles Spaak, il ne faut pas oublier qu'il a aussi été le scénariste de La Grande Illusion de Renoir, qui sera d'ailleurs tourné un an après La Kermesse héroïque. Et donc, c'est quelqu'un qui a des positions convaincues de pacifisme, qui pense que la Première Guerre mondiale doit être absolument la der des der, et que il faut éviter autant que possible la guerre. Ce qui ne signifie pas, pour ces pacifistes-là, qu'il faut éviter la guerre au prix de se transformer en esclave consentant d'un ennemi victorieux. Je tiens à le préciser au passage. Mais cette thèse pacifiste, elle montre aussi les différentes sensibilités qui sont à l'œuvre dans la société. Et Charles Spaak va donc proposer, c'est une nouvelle qu'il a écrite aux alentours de 1925-26, et il va discuter avec Jacques Feder pour faire un film, mais on est encore à l'époque du muet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle collaboration créatrice entre Jacques Feder et Charles Spaak, et qui va aboutir en 1934 à une brouille entre les deux. Et on le sait par les confidences, les souvenirs qui nous ont été laissés par Marcel Carné, parce que Marcel Carné a été l'assistant et donc le principal collaborateur de Jacques Feder derrière la caméra. Et il révèle que théoriquement, c'était dans Pension Mimosa, un an avant la Kermesse héroïque, eh bien c'était la femme de Charles Spaak, une actrice française, Claude Marty, qui aurait dû jouer le rôle principal, mais Feder ayant fait la connaissance de Arletty, il a décidé de faire jouer Arletty dans Pension Mimosa. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Claude Marty a polémiqué de façon assez curieuse et un peu incompréhensible. Elle a accusé Françoise Rosé d'être à l'origine de son éviction à elle, au profit de Arletty dans Pension Mimosa. Et c'est ainsi que l'affaire est devenue extraordinairement compliquée, parce que les deux épouses s'en mêlant, eh bien, ça a conduit à une brouille, à un refroidissement des relations entre Charles Spaak et Jacques Feder. Alors j'ai dit que Carné a été l'assistant de Jacques Feder, et on peut dire qu'avec ce film, La Kermesse héroïque, eh bien, commence une nouvelle période du cinéma français que les historiens du cinéma ont qualifié de réalisme poétique. En réalité, de réalisme poétique, bien sûr, c'est pas seulement les dialogues, mais c'est le travail esthétique pour transposer la grande peinture, les grands peintres flamands, sur le grand écran du 7e art. Et là, il y a un travail qui est absolument extraordinaire, et c'est une des raisons, parmi beaucoup d'autres, pour lesquelles il faut absolument voir ce film, La Kermesse héroïque, donc, qui est formidable de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacques Feder refuse de faire du théâtre filmé. Il dira d'ailleurs plus tard que la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est qu'au théâtre, ce sont les mots qui créent les situations. C'est des mots que surgissent les situations. Alors qu'au cinéma, ce sont les situations qui alimentent les mots, M-O-T-S évidemment, les paroles si vous préférez. Et donc, vous verrez dans ce film, un film avec bien que ce soit en noir et blanc, un remarquable et extraordinaire travail
sur la photographie, comme on dit, un effort pour reproduire de façon non seulement fidèle mais admirative les grands moments de la peinture flamande, que ce soit Bruegel, Van Eyck et d'autres, et en même temps des dialogues, des répliques qui sont sculptés vraiment au plus près et qui sont d'une grande finesse et d'une grande force également. Donc c'est quand même une œuvre un tout petit peu aujourd'hui classique, pourrait-on dire, mais en même temps une œuvre qui est formidablement valeureuse et qui mérite d'être appréciée à juste titre. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'humour qu'il y a dans ce film, parce qu'évidemment, d'une part, les notables en prennent pour leur grade, leur couardise, qui va anticiper une couardise plus réelle, malheureusement, à partir de la débâcle de 1940 et de tous ceux qui ont préconisé la collaboration, je le répète. Mais en même temps, c'est un film qui ne dit pas qu'il ne faut pas collaborer. Parce que les femmes, finalement, elles sont aussi séduites par le duc d'Olivares. Et cette ambiguïté, au fond, fait que c'est typiquement le film qui témoigne de l'état d'esprit, de la mentalité d'une époque. Et que, d'ailleurs, c'est peut-être dû au fait que ce film est une coproduction entre la France et l'Allemagne. En 1935, Hitler est déjà au pouvoir. Il y a, du côté allemand, la fameuse société Tobis qui est impliquée dans ce projet. Et il y aura deux versions, une version en français et une version en allemand. Il y a juste dans la version allemande Françoise Rosé qui jouera, et ce sera des acteurs allemands qui joueront dans la version allemande, et dans la version française qui est coproduite par une société qui s'appelle les Films Sonores et qui va rajouter à son titre, à son identité sociale, si vous voulez, le mot de Tobis, c'est-à-dire qu'il y a aussi des capitaux de la Tobis, donc des capitaux allemands. Et évidemment, dans un film comme ça, eh bien, l'esprit de résistance ne correspond pas aux grandes orientations du régime nazi, qui s'est plutôt engagé dans la recherche d'une revanche guerrière à ce qu'ils appellent le coup de poignard dans le dos, qui a été fait par les masses, justement, qui ont tendance à se rebeller, et par le traité de Versailles, qui a été, d'après les nazis, très injuste, et d'après aussi beaucoup d'historiens, il faut bien le reconnaître. Mais ça ne veut pas dire que les nazis avaient raison, mais comme on dit en Anatolie, même montre arrêtée indique 2 fois par jour l'heure exacte. Alors, vous le voyez, un film ambigu, fort de ses ambiguïtés, et une empreinte d'un réalisateur qui est passé maître dans cette innovation que représente le réalisme poétique, et des acteurs, des dialogues qui sont formidables. Un film à ne pas rater, un film à voir, un film que vous pouvez trouver, je pense, sur toute une série de plateformes de streaming, et un film qu'on a déjà montré à plusieurs reprises à l'Odyssée, mais qu'on pourra aussi remontrer à l'Odyssée pour illustrer, au fond, cette problématique de résister ou collaborer. C'est that is the question, dit l'époque, milieu des années 30 et fin des années 30, et c'est en parfaite résonance, si vous voulez, avec ce qui se joue de façon plus tragique, évidemment, dans la réalité de l'histoire contemporaine du moment, et dans la réalité de l'affrontement des forces qui existent à cette époque-là. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.